bienvenue donc, pour cette deuxième journée de Neuroplanète, la 8e édition. Et aujourd'hui encore, nous allons avoir de très très belles tables rondes avec les meilleurs experts, des médecins, des neurologues, des spécialistes, des écrivains, des sportifs, voilà, qui vont venir partager leur expérience et échanger avec vous. Mais nous avons le grand plaisir, avant de démarrer notre première table ronde, d'accueillir Christian Estrosi, maire de Nice, président de la métropole Nice-Côte d'Azur pour l'inauguration officielle, et bien sûr accompagné d'Étienne Gernel, le directeur du Point. Étienne. D'abord, un immense merci, monsieur le maire, cher Christian, de nous accueillir ici à Nice, et spécifiquement au CUM ici, où, flotte encore l'âme de Paul Valéry, dont le bureau est un peu plus loin là-bas. Et j'ai découvert cette phrase que j'avais mise dans l'édito de Paul Valéry: mon possible ne m'abandonne jamais. Quelle meilleure phrase quand même pour vivre, pour se lever le matin. Donc c'est un immense bonheur. Je voudrais dire un grand merci à toutes les équipes de la ville de Nice, la métropole, qui font un boulot de dingue, qui sont rigoureuses, suractives et créatives. Et ça, c'est un immense bonheur. Et merci à toi, cher Christian, co-inventeur de l'événement, avec Franz-Olivier Gisbert, notre ami, mentor et pote, on peut dire. Et voilà, c'est parce qu'on est comme ça. C'est une longue histoire d'amour entre la ville de Nice et le Point. Ça fait très longtemps que ça dure, et parce que ça s'appuie sur des choses profondes et sérieuses. Et l'amitié est une chose profonde et sérieuse. La science est une chose profonde et sérieuse. Donc merci mille fois, Christian, de ta présence, de ton engagement. Merci à la ville de Nice. Et puis, qu'est-ce qu'on dit, quand on est maire, président de métropole, le savoir, c'est une clé, non? C'est ça? Oui, c'est une clé. C'est une clé qu'il est devenue une exigence de mettre dans l'esprit de chacun de nos concitoyens. Alors avant toute chose, je veux naturellement saluer, après que tu aies salué, mon cher Étienne, l'ensemble de mes équipes de la ville de Nice, et je t'en remercie, ça nous touche naturellement beaucoup. Renaud Grand-Clément, le président du Point, je vois Christophe Naudibio, toutes vos équipes, et puis toi naturellement qui mène tout cela avec Franz-Olivier. Vous avez partagé avec moi l'idée que nous pourrions instaurer ici ce colloque annuel, ce lieu de conférence, ici au Centre universitaire méditerranéen, sur le cerveau, sur Neuroplanète, et sur la manière naturellement dont nous devions intégrer un certain nombre de facteurs que ni toi ni moi ne maîtrisons, mais dont nous savons qu'il y a des scientifiques, qu'il y a des économistes, qu'il y a des climatologues, des géographes, des gens d'exception tout simplement, comme celui que vous receviez hier, Jean-François Clairvoy, qui est un des plus grands astronautes de notre génération, de notre temps, et qui a beaucoup donné à ces observations qui, depuis le ciel, permettent aussi de mieux comprendre un certain nombre de facteurs sur tout ce qui va bousculer l'humanité dans les années qui viennent. Alors, merci pour cette confiance qui se renouvelle plusieurs fois dans l'année, puisque c'est à cette occasion, à l'occasion du Festival du Livre, c'est à l'occasion aussi de la ville, Nouveaux Horizons, de la place de la ville dans l'espace géographique et sociétal aussi, naturellement. Et au fond, le modèle que j'ai essayé de faire partager, en saluant tous ceux qui, nombreux, partagent ces conférences jour après jour, que ce soit dans cette enceinte ou que ce soit en direct sur les réseaux sociaux où ils sont plusieurs dizaines de milliers. Et c'est cette force qu'un grand hebdomadaire comme Le Point, le plus grand hebdomadaire de notre pays, j'insiste, en tout cas celui dans lequel je me reconnais le plus, parce que c'est celui où vous avez le plus d'investigations éclairantes. Et je crois que c'est ce qui nous fait défaut aujourd'hui. On voit bien ce monde d'agitation pire que jamais. La politique offre un spectacle épouvantable. C'est un homme politique qui le dit et qui me fait honte quelquefois. Mais à l'échelle de l'administration d'une ville, d'une grande métropole, qui part des sommets du Mercantour et qui va jusqu'à la Méditerranée, quand il se passe des choses, naturellement, les gens s'interrogent. Et je crois que le devoir des médias,
c'est de rassembler des experts. C'est de rassembler, comme nous le faisons nous-mêmes. Tu disais, je suis étonné par la qualité des équipes de la ville. Nous avons créé un peu par la cause des crises que nous avons traversées, où nous savons que si nous ne sommes pas capables d'accompagner nos concitoyens dans la résilience, eh bien, ce sera un échec. Un échec parce que les gens seront de plus en plus énervés, confrontés à des situations qu'ils ne comprendront pas et où ils peuvent même en venir à des actes les uns contre les autres qui pourraient avoir des conséquences sur la société tout entière. Et naturellement, un Covid, une guerre, crise sanitaire, des situations inflationnistes, etc., font qu'on ne regarde plus l'avenir avec l'espoir, l'envie de relever les bons défis et l'éclairage qu'il faut pour comprendre pourquoi on fait quelque chose. Bon. Et on s'est doté d'une agence de sécurité sanitaire et environnementale, on est les seuls en France, d'un haut conseil pour le climat. Des experts, quoi. Et avec tout ça, je ne prends pas la moindre décision quand les gens disent « Mais pourquoi le maire il fait ça ?» Mais je vous jure que je ne me risquerai pas, par les temps qui courent, à prendre une seule initiative sans avoir un retour d'expertise dans l'aménagement du territoire, par exemple, des géographes, des climatologues, des météorologues, des économistes, des spécialistes de la mobilité qui me disent « Attention, si vous faites ça, ça va avoir telle conséquence dans 10 ans ou dans 15 ans là-bas. Et si vous le faites comme ça peut au contraire essayer de faire baisser un impact. » On prend un exemple, même si certains veulent le refuser encore, mais il fait 20 degrés sur la promenade des Anglais, on est au mois de mars, on peut continuer à se dire ouais, c'est une année comme ça, qui arrive simplement après une année qui était déjà comme ça. Puis une autre. Et puis une autre qui arrivera comme ça, mais un jour ça reviendra. Ça ne reviendra pas, on le sait. Mais on sait en même temps que l'homme, la femme, l'enfant ont la capacité de s'adapter. Naturellement, on aura des parasites, on aura de nouveaux insectes, on aura des phénomènes naturels qui vont se créer. Regardez ce qui s'est passé dans la Creuse hier, absolument incroyable, cette espèce de tornade au milieu de la Creuse. On avait des épisodes orageux méditerranéens ici, on en aura d'autres, avec la tempête Alex par exemple. Mais à partir du moment où chaque citoyen est éclairé, a conscience, on se dit si on plante des arbres ici, c'est qu'il y a une raison. Et si on plante telle catégorie d'arbres plutôt qu'une autre, parce que les spécialistes nous ont expliqué qu'un platane, ça crée de la pollution, mais qu'un micocoulier ou un tilleul, au contraire, ça absorbait l'empreinte que chaque année un être humain peut produire de CO2. Alors on comprend mieux. Et en même temps, on sait que c'est une espèce qu'il faut moins arroser, qui est moins consommatrice d'eau, et qui en même temps va mieux perméabiliser les sols lorsqu'on aura des orages. Il faut simplement l'expliquer, sans s'énerver. Et à partir de là, chacun s'approprie les choses. Et je crois que nous sommes dans une société où il faut respecter l'intelligence de chaque être humain. Parce que chaque être humain a sa forme d'intelligence. Et que nous devons porter à cette intelligence de chaque être humain une part de connaissance, au fond, qu'il attend de nous. D'un média, d'un responsable public, d'un grand astronaute qui se met à notre service pour nous éclairer. Je termine en vous disant quelque chose, parce que moi j'ai toujours été fasciné par mon observatoire. Ah oui. Et les gens me disent, bah, c'est formidable, on a Garnier et Eiffel qui nous ont fait un beau truc là-haut sur la colline. Je vous ai amené quelques fois pour le festival. C'est pas beau, c'est sublime, c'est sublime, commandant. Bon, mais c'est sublime. C'est une architecture de la fin du 19e siècle. Il a même été réalisé pour la coupole Eiffel avant la tour Eiffel. Mais tout autour, il y a des laboratoires enterrés. C'est une entité
de recherche scientifique extraordinaire, une des plus importantes au monde, qui est implantée dans le désert Atacama du Chili, qui est implantée sur la base Concordia au pôle Sud. Et nous sommes à l'origine du plus grand nombre de découvertes de planètes dans l'univers au cours du siècle écoulé. On a fait la datation de la Lune ici. Et alors qu'il y a la guerre, que les gens... moi, je croyais que les époques napoléoniennes étaient finies quand quelqu'un insultait l'autre, disait « t'as dit un gros mot, je te déclare la guerre ». On était rentrés et nous appartenons à une génération où on nous a appris à grandir en nous disant « tu verras, ça sera la paix, ça sera formidable, il y a les Nations Unies, il y a l'OMS, il y a tout ce qu'il faut, on se parle tous autour d'une table, s'il y a un gros mot qui vexe, on va se dire pardon et puis on va voir comment... Ben non, c'est toujours pareil. Tu dis un gros mot, et l'autre il dit bah, puisque c'est comme ça, je t'envoie des missiles sur la tête. Bon, donc rien n'a changé. Mais par contre, quand je vois qu'il y a 15 jours, on a envoyé dans l'espace 2 Russes et un Américain dans la navette spatiale, et on leur a dit il n'y a pas de problème, hein, vous, pendant 6 mois, à condition que vous ne parliez surtout pas des affaires géopolitiques qui se passent en bas, vous continuez votre aventure scientifique. On se dit qu'on est dingue. Bon, il y a 6 mois, vous avez peut-être suivi la mission DART qui a consisté à aller taper un astéroïde pour faire une expérience. Il se trouve que c'est une mission qui s'appelle Hera, qui a été décidée par le monde entier il y a 1 an, le monde entier. Les Japonais, les Chinois, les Russes, la NASA, les Indiens, toute l'Amérique du Sud, tout le monde entier, de confier à Patrick Michel, qui est le directeur de recherche de l'Observatoire de Nice, d'être le président de la mission Hera, qui a dirigé la mission DART avec la NASA, qu'on a faite il y a quelque temps. Et je l'invite quelquefois à faire des conférences avec les lycéens, les collèges ici, et à chaque fois, ils sont émerveillés. Quand Patrick Michel vous raconte comment il est en train d'organiser pour qu'en 2026, Ariane 6, qui n'existe pas encore puisque c'est le successeur d'Ariane 5, propulsera une sonde pour aller à 235 millions de kilomètres, pour aller prélever quelques grains de matière et les ramener à l'observatoire de Nice pour les analyser, parce que c'est l'astéroïde dont on a identifié que dans 35 ans, elle pourrait passer à 25 000 km de la Terre. Vous dire que dans 35 ans, ça passera 25 000 km de la Terre, entre 25 000 km et 0 km, il vaut mieux prendre quelques précautions. D'accord ? Et donc, quand il explique ça, il dit « Mais on n'a pas assez de carburant pour aller jusque-là et prélever. Alors, comment on fait ?» Eh bien, naturellement, on envoie la sonde, on l'envoie en direction de Mars, et puis elle va profiter de l'attractivité de Mars pour avoir un coup d'accélérateur naturel, aller vers Neptune, faire un tour de Neptune et reprendre un coup d'accélérateur naturel, et à chaque fois c'est de l'économie de carburant, et arriver sur la sonde. Le seul problème, c'est que sur l'astéroïde, c'est que l'astéroïde ne fait que la surface d'un terrain de foot, et que sur ce terrain de foot, ils ont vu qu'il n'y avait que 10 mètres carrés sur lesquels la sonde pouvait se poser. Et sur un terrain de foot là-haut, je vous prie de croire qu'un rocher, c'est un ballon. Vous le prenez, il rebondit. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que la sonde, en se posant sur ces 10 mètres carrés, elle peut se poser et rebondir à des dizaines de milliers de kilomètres sans avoir pris la matière, ce qui serait vraiment dommage après avoir réussi tout ça. Après tout ce chemin. Et donc, ils ont fait un système d'aspirateur qui, en 1 millième de seconde, si jamais elle doit être éjectée, soit capable de prendre la matière ici, de revenir et qu'on l'analyse ici. J'aime bien raconter cette histoire pour qu'on comprenne qu'à Nice, on a cet environnement extraordinaire. On a à Villefranche-sur-Mer le laboratoire scientifique et océanographique qui est réputé dans le monde entier. On est en face d'un sanctuaire marin
extraordinaire, le sanctuaire Pélagos, où entre le Cap Corse et l'Est et l'Ouest de notre métropole, on a la plus grande diversité de mammifères marins. Et c'est l'addition de tout ça et de la manière dont on essaie de développer notre territoire pour que l'être humain, dans 10, 15, 20, 25 années, ait le sentiment que même si on s'est pris 5, 6, 7, 8 degrés dans la figure, on continue au fond à vivre dans un environnement où on a l'impression de vivre comme aujourd'hui. Qui fait que, alors qu'après New York en 2019, Lisbonne en 2022, était confié au président costaricain et au président français de faire le choix du lieu d'organisation pour juin 2025 du sommet international des océans et des mers par l'ONU. Et ils ont choisi Nice. Donc voilà, pour moi, que vous choisissiez Nice avec Neuroplanète, que les Nations Unies choisissent Nice pour tenir ce sommet des océans, et au fond, alors qu'une grande décision est intervenue il y a une dizaine de jours de cela, où on ne s'attendait pas à ce qu'on soit capable de ça, 50% maintenant du cœur des océans de toute la planète, il y a un accord qui est intervenu et protégé. Et on pourra avoir le complément qui arrive par les accords de Nice en juin 2025. Eh bien, un rendez-vous comme celui-ci nous prépare à mieux recevoir, à mieux accueillir, à mieux être identifiés, parce que, naturellement, je crois que les hommes et les femmes ont besoin qu'on transmette cette part de connaissance, d'intelligence pour comprendre pourquoi le Point organise Neuroplanète, pourquoi ici on aménage comme ça, pourquoi on a un observatoire, pourquoi on a des scientifiques, pourquoi, malgré l'intelligence artificielle, on veut croire, et on est même convaincu que le cerveau humain sera désormais en compétition avec l'intelligence artificielle, mais que dans cette compétition, à tour de rôle, ils reprendront un temps d'avance. Et qu'on va continuer grâce à ça. Et vous permettez cette information, cette transmission de la connaissance, grâce à des grands débats comme cela, et que ce soit à Nice que ça se passe, pour moi c'est un rêve. Alors du fond du cœur, Étienne, je t'en remercie, ainsi que toutes tes équipes. Voilà pourquoi on est si fiers de vous accueillir et d'organiser ça avec vous. Merci beaucoup Christian, on l'applaudit. Vive Neuroplanète et vive Nice. Merci. C'est un bonheur. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Étienne. Comme je vous l'ai dit, c'est une deuxième journée encore très très riche qui s'annonce en termes de table ronde, et donc je vous propose d'accueillir les invités de notre première table ronde, et nous allons parler du rire, et notamment de l'importance du rire lorsqu'il s'agit de soigner des enfants, parce qu'il est sans doute beaucoup plus facile de soigner un enfant qui a le sourire et que l'on fait rire. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir Caroline, mettez-vous à ma droite, donc Caroline Simons, qui est le docteur Girafe, on peut dire ça, qui en 1991 a fondé le Rire Médecin. On peut l'applaudir effectivement. Aujourd'hui, c'est 130 clowns dans tous les hôpitaux de France, des clowns professionnels. Enfin, elle va vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Et donc, à ses côtés, le docteur Jérôme Palazzolo, donc, qui est psychiatre et psychothérapeute à Nice, chercheur associé au LABCOS, le laboratoire d'anthropologie et de psychologie clinique, cognitive et sociale à l'Université Côte d'Azur. Et Jérôme, on a pris un tout petit peu de retard, mais au terme donc de notre échange, vous allez dédicacer plusieurs de vos ouvrages, notamment ma Bible des TCC. Alors, ma chère Caroline, le Rire Médecin, aujourd'hui, c'est quoi ? On est 20 ans, un peu plus de 20 ans après le lancement de cette belle aventure. Peut-être avant que vous nous racontiez comment est né le Rire Médecin, comment est né le docteur Girafe. Aujourd'hui, le Rire Médecin, j'ai dit 130 clowns, c'est à peu près ça ? Oui, aujourd'hui, c'est 31 ans, c'est pas 20 ans. Ah oui, mais oui, moi, 91. Et moi, je fais ce métier personnellement depuis 35 ans.
Donc, ça fait une baille et beaucoup d'enfants rencontrés. Et on a 130 comédiens maintenant professionnels formés à la spécificité d'intervenir dans les services pédiatriques. On est dans 16 hôpitaux nationaux. Et puis, ça fait à peu près 68 services différents qui va de la cardio en passant par l'oncologie, hématologie. On devient de plus en plus expert dans la maltraitance, à l'accueil des enfants maltraités. Et puis, on travaille même en maternité maintenant avec les petits mamans qui vont pas trop bien. On les apaise avec des chansons. Très bien. Vous pourrez nous dire en quelques minutes comment est né le Rire Médecin? Comment vous avez eu cette idée de créer le Docteur Girafe et de lancer cette très très belle aventure? Alors, quand j'avais 18 ans, je n'avais pas de sous, et comme beaucoup ici. Et j'avais un médecin qui me traitait gratuitement parce que je jouais de la flûte et un jour il était malade. Et je suis venue avec ma flûte et j'ai fait un accompagnement de soins. Quelque part, ça restait toujours dans mon cœur et dans ma tête. Des années plus tard, et j'avais déjà lâché le fait d'être médecin, je voulais être médecin depuis l'âge de 2 ans, hein, je voulais réparer le monde. Et j'ai eu un appel pour faire le dinde le jour de la Thanksgiving dans un service d'enfants qui avait la leucémie à New York. Donc je suis venue avec mes ailes, j'ai pondu des œufs, j'avais ma flûte traversière, je suis musicienne. Et j'ai vu, des paillettes dans les yeux des enfants. J'ai vu un accueil qui n'était pas de malades, mais d'enfants, quoi. Et quelque part, après 20 ans déjà, j'avais déjà presque 40 ans, je me dis, je suis faite pour ça. J'ai dit, je lâche mes grands galas, je lâche mes tournées de cirque de rue, je vais me dévouer à ça. Donc j'ai passé 3 ans au Big Apple Circus, Clown Care Unit à New York City. Et puis, comme je suis un francophile au-delà de Baudelaire et Camembert, j'ai envoyé des dossiers un peu partout. J'ai arrosé, le ministère de la Culture, les fondations et tout. Et miracle, un jour, il y a une fondation franco-américaine qui me dit je vous donne un chèque de 5 000, reviens avec des résultats. Il n'y a pas pire pour avoir des résultats. Donc, je suis venue en France, j'ai rencontré le professeur Jean Lemaire, à Gustave Roussy. J'ai rencontré le professeur de Paillaré, Louis Maurier, parce que je voulais surtout faire un programme qui était ni pour des maladies hyper graves, ni pour le pédiatrie générale où c'est aussi grave. Enfin, on peut expliquer après. Et il y avait un accueil assez merveilleux en France. C'était en 91. C'était juste le moment aussi où le traitement de la douleur des enfants était devenu très important, avec des gens comme Daniel Hennequin, j'en passe. Et Monsieur Lemaire, professeur Lemaire, m'a dit, on commence quand? Je dis, il me dit, j'ai pas de sous. Je dis, t'inquiète pas, je trouverai des sous. Et puis, miracle des miracles, j'ai fait un truc un peu américain, j'ai engagé une chercheuse de sous, tu vois. Et elle Ça existe donc, les chercheuses de sous? Eh bien, écoute, c'était pas très Frenchy. Et elle a trouvé 600 000 francs en une semaine pour ce projet, qui était absolument miraculeuse. Et je dis souvent, j'étais condamnée à réussir. Je n'avais pas le choix. Donc ça a commencé en 91. J'ai dû auditionner, interviewer une 50aine de comédiens parce que je voulais que des perles rares. Je voulais que des gens qui avaient du talent, mais aussi beaucoup d'empathie et qui étaient curieux. Enfin, il y a plein de critères pour choisir un comédien. Et alors précisément, ceux qui travaillent à vos côtés, ce sont des professionnels. Ils ne sont pas bénévoles et en même temps, vous n'aimez pas quand on dit ce sont des thérapeutes. Pour vous, ce ne sont pas des soignants. Non, ce n'est pas des soignants. On travaille la main dans la main avec tous les soignants, qui va du professeur, on passe par les kinés, les psys, à ma droite, qui a le droit de me poser n'importe quelle question à n'importe quel moment. Mais on fait un travail qui peut être thérapeutique. L'objectif, c'est de rencontrer l'enfant là où il est, ce jour-là. Donc, on est formé pour comprendre qu'est-ce que c'est la douleur, qu'est-ce que c'est un chimio, qu'est-ce que c'est un deuil professionnel. Mais on n'est pas des thérapeutes et on n'est que des professionnels du spectacle. Et j'auditionne que des comédiens confirmés qui ont peut-être fait beaucoup de clowns ou peu de clowns, mais qui ont des natures, je veux dire, comiques,
comique, avec une bonne écoute, avec des jours d'équipe, avec une curiosité. Moi, j'aime bien les gens curieux, parce que ça veut dire qu'ils vont faire la formation pendant 30 ans comme moi. Moi, je me forme. Je me modèle après ma mère, qui était microbiologiste, qui avait un pile comme ça de revues en russe, en allemand, en français à côté de son lit. C'est important de recherche, c'est important de connaître, savoir et transmettre. Absolument. Docteur Jérôme Palazzolo, pardon, peut-être à ce moment de nos échanges, quel regard vous portez sur tout ce que vient d'exposer déjà, moi, je suis passionné, parce qu'on a discuté un petit peu oui, avant ensemble, et effectivement, on évoquait un peu tout le travail effectué. Moi, il y a un point sur lequel je voudrais revenir. Quand tu disais, on n'est pas thérapeute, mais tu sais, on peut être pas thérapeute, mais être thérapeutique. Parce qu'en fait, je vais dire une grande banalité, je suis désolé, mais le rire, c'est la santé. Alors en fait, on dit le rire, c'est la santé, c'est une banalité, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que, je vais faire un peu plus sérieux là, tu vois. Donc en fait, si on se base du côté plus scientifique et plus médical, on s'aperçoit que le rire est bon à tous les niveaux. C'est-à-dire que déjà, lorsqu'on rit, on va mobiliser des muscles. Vous allez mobiliser les muscles de la face, vous allez mobiliser les muscles abdominaux, et finalement, ça ressemble pas mal à des techniques de relaxation. Pour ceux qui pratiquent ça, il y a des techniques de relaxation où on va mobiliser des muscles et relâcher des muscles. Donc déjà, le rire, ça détend. Deuxième chose, le rire, ça induit une respiration spécifique. Et il y a eu des études très sérieuses qui ont été faites et qui ont prouvé que lorsqu'on rit, on adopte une respiration qui ressemble à une respiration qui est pratiquée en yoga. Donc vous voyez que c'est quand même des choses plutôt positives. Troisième élément, lorsqu'on rit, il y a des choses qui se passent au niveau de notre cerveau. Et sans rentrer trop dans le détail, mais lorsqu'on rit, lorsqu'on s'amuse, on a une sorte d'explosion de neurotransmetteurs au niveau du cerveau, et entre autres, 2 neurotransmetteurs qu'on connaît bien en psychiatrie, qui s'appellent la sérotonine et la dopamine. Comme par hasard, quand vous prenez un antidépresseur, je ne vous souhaite pas d'en prendre, mais on va vous donner, dans ce cas-là, de la sérotonine, et on va stimuler la dopamine. Donc le rire est antidépresseur. Et dernier point, plus sur l'aspect psychologique, lorsqu'on rit, on va rire sur quelque chose d'amusant, a priori, ça veut dire qu'on va fixer son attention sur quelque chose d'amusant, c'est-à-dire qu'on va se décentrer de certaines idées toxiques, certaines idées négatives. Et il y a quelque chose qui est bien connu de tous ceux qui font des psychothérapies et qui font de la psychologie, c'est le fait qu'on ne peut pas, dans le même temps, avoir 2 pensées ou 2 émotions opposées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être triste et heureux en même temps. Donc quelqu'un qui est anxieux, un enfant, un adulte, une personne âgée, qui n'est pas bien, chez qui on va faire des soins, l'hôpital, c'est quand même pas le lieu où on s'amuse particulièrement, le fait de faire venir des spectacles, de faire venir des personnes qui vont distraire, qui vont faire rire les patients, et en particulier les enfants, écoute, je peux rien te dire d'autre que ce que tu fais, c'est admirable. Et parce que donc c'est le rire qui l'emporte sur les autres réactions plus négatives. Mais complètement. 2 minutes, je vais vous raconter une anecdote. Lorsque j'étais interne, je commençais vraiment la psychiatrie, on a des formations théoriques, etc. Je n'étais pas vraiment très avancé en psychiatrie, et on me dit, écoute, ce week-end, tu es d'astreinte. Donc je suis d'astreinte, ok, très bien, à l'hôpital. Et on m'appelle dans un service spécialisé dans la prise en charge d'autistes, mais d'autistes graves. Pas les autistes légers, etc., vraiment des autistes graves qui concrètement passent leur vie à l'hôpital. Et on m'appelle et on me dit, voilà, écoute, il y a monsieur machin, ce week-end, là, parce que bien sûr, ça arrive toujours le week-end, les problèmes, il a attaqué un autre pensionnaire, et il a essayé de lui manger l'oreille. Donc je dis, bon, d'accord, donc je vais dans le service, et on me dit, voilà, écoute, il faudrait lui prescrire un traitement, parce qu'il est un peu agité ou quoi. Je dis, mais peut-être ça serait bien que je le voie, le patient, non? Il me dit, non, mais c'est pas la peine, il parle pas, il y a juste à prescrire quelque chose. Je dis, non, je vais quand même le voir. Il était mis en isolement. Je rentre dans la pièce, il était contre le mur et il se tapait la tête contre le mur. J'essaye de rentrer en contact avec lui, mais dans l'autisme grave, c'est difficile de rentrer en contact, impossible, quoi que ce soit. Et la porte était ouverte, et passe à la radio, ça date un peu pour ceux qui ont connu, la Macarena. Vous vous souvenez de la Macarena ?
Je savais pas trop quoi faire. J'ai dit, ben écoute, j'ai commencé à danser la Macarena. Le patient s'est retourné vers moi. Il a dit, mais qui c'est ce barjot, hein? Il a commencé à danser la Macarena avec moi. Eh bien, tous les week-ends, quand j'étais d'astreinte, le patient m'attendait, parce qu'après il est sorti de l'isolement, il m'attendait à 9h le matin, il ne prenait pas son petit déjeuner, il disait rien à personne, il était devant la porte, et il m'attendait pour qu'on aille danser la Macarena. Et finalement, j'ai même pu nommer une référente Macarena, qui était une aide-soignante, et finalement, quand je suis parti du service, eh bien, tous les samedis matins, il y avait l'activité Macarena avec les autres patients qui dansaient la Macarena. Donc vous imaginez un service d'autistes graves qui se mettait à danser la Macarena, et ce que j'ai su a posteriori, c'est que les quantités de médicaments sédatifs avaient été divisées par 2. C'est une très belle illustration. Bravo. Je t'engage. Alors, Caroline, vous, voilà, hein, vos comédiens, vos clowns interviennent auprès des enfants, mais également auprès des familles, j'imagine, auprès des soignants. Et comment ça se passe? Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu une séance? J'imagine qu'elles ne se ressemblent pas toutes, qu'il y a une forme d'individualisation de ce qui est proposé, peut-être en fonction de la pathologie, de l'enfant, de l'âge de... Je vais raconter une histoire et Ouais. à travers ça, vous allez comprendre la relation avec les soignants, les enfants et les parents. Et après, j'espère qu'on peut passer peut-être de petites vidéos. On va, voilà, une petite vidéo, on va demander. J'espère, pour qu'ils voient un peu vraiment ce que c'est. Juste mais après. il y a un moment, j'étais à Gustave Roussy, il y avait un petit garçon de 6 ans qui était opéré d'une tumeur sur le côté gauche. Donc, c'était très déformant de son visage et il parlait plus. Il parlait absolument plus. Il voulait plus manger, il voulait plus boire, tout ce qu'il faut. Donc, les infirmières ont fait la transmission en civil le matin. Ils nous donnent des informations sur les informations. J'ai dit des informations pas sur les pathologies, pas sur les médicaments, mais les informations importantes. Il parle français, il est douloureux. Enfin, ça, c'était essentiel qu'on sache qu'il ne parle pas, qu'il a très mal et qu'il ne veut pas communiquer. Donc, nous, on était indirect. Des fois, on est direct. Il ne s'agit pas de faire rire à tout prix, ça c'est obscène. Mais j'ai commencé à faire des bulles. Moi, j'ai un doctorat en bulles. Donc je peux faire des bulles carrées, je peux faire des bulles énormes, je peux mettre des tout petites bulles, presque des bulles enceintes avec un petit bulle à l'intérieur. Je commençais à faire des bulles. Et à un moment, tout naturellement, je lui tends le bâton, il souffle. Il souffle un boule. Sa mère... Tu vois, elle commence à pleurer parce que c'est la première fois qu'elle voit son enfant après cette intervention, pas avec le sourire, mais qui interagit, qui revient à la vie. Et puis, j'ai laissé des bulles avec la maman. Je suis allée voir les infirmières, je raconte. J'ai dit, écoute, c'est jeudi, je reviens que mardi prochain. Je vous donne chacun des bulles. Faites des bulles, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites des bulles. J'ai même fait quelques leçons. Et puis le mardi, ces petits garçons, ils parlaient, ils buvaient, ils mangeaient. Il est revenu à... Pour moi, c'est important que ce ne soit pas une patiente, mais un enfant, qu'il a le statut de l'enfant. Et c'est pour ça que je dis à mes clowns, il faut beaucoup de finesse pour avoir l'air crétin. Bravo. Mais Caroline, si vous voulez, on va passer la petite vidéo, hein, comme ça. Bien sûr, je pense que la régie est prête. Eh oui, mon pote. La chanson de Prout. J'explique à Rose. Il me fait mal. Moi? Ben oui. Oui. C'est pas moi, c'est lui parce qu'il est... Il est comme ça. Ben voilà, c'est ça que je voulais te dire depuis... Moi, je suis comment? Il est comme ça. Oh, mais vous, il est... Toi, Hein? t'es toc toc. T'es toc toc. C'est Cécile qui prend ma tension. Vas-y, attends. Donne-moi du papier, attends, on va faire de... Les clowns dans la chambre. Oh, attends. Non. Ah non. Au secours, Que vous allez partir
vous m'oubliez pas surtout. Oh, bah non, non, Je vais dormir la nuit. vous l'avez noté, je vais noter dans mon carnet. Bravo. Je crois qu'il y a déjà plein de choses qu'on pourrait dire sur ce film. Il y a la présence des masques. J'imagine que en plein Covid, ça a été extrêmement compliqué. Un clown, ça peut faire rire avec un masque quand même, on l'a vu. Ben oui, on met le nez rouge. Ben, il y a le langage des yeux, premièrement. Et je pense que voilà. les enfants se sont adaptés mieux que nous, quelque part. Ben, moi, je suis flûtiste depuis l'âge de 8 ans, même très professionnel. J'ai appris l'ukulélé, c'était obligé. Parce que jouer la flûte avec un masque, c'était même pas un challenge, c'était impossible. Bon, ben, ça m'a permis maintenant de chanter et m'accompagner. J'ai su que à Orléans, ils ont dit aux comédiens clowns d'enlever le masque la semaine dernière. Ils avaient l'impression d'avoir fait une bêtise, presque. Et puis à Nancy aussi. Et puis nous, on prie les dieux de le non-masque, que ça arrive bientôt ailleurs. Mais c'est vrai que priver des tout petits enfants de l'expression du visage, je trouve très dur pour les petits. J'ai remarqué, pour éveiller un petit de 2 ans, premièrement, il faut aller doucement pour pas qu'il ait peur. Mais ça me prend 2 fois plus de temps avec le masque qu'avant avec les expressions normales de sourire, de clin d'œil. Les enfants lisent dans les yeux et nous on lit bien sûr dans les yeux des autres. Mais c'était un période, c'est un challenge. Mais on aime les contraintes, les comédiens. On aime ça. Ça nous rend plus créatifs, je trouve. Et on l'a vu, et vous l'avez aussi très bien dit, dans votre univers, il y a beaucoup de rire, il y a beaucoup de guérison, mais j'imagine qu'il y a aussi parfois beaucoup de souffrance, qu'il peut y avoir la mort. Comment vous et vos équipes, les clowns, gèrent ces émotions, ce rapport à des situations qui doivent être douloureuses et injustes parfois? On commence avec la sélection des comédiens. Je veux dire que moi, je veux 18 kilos de talent avec 18 kilos d'empathie. Donc, s'il n'y a que de l'empathie chez le comédien, il va pleurer tous les soirs. S'il n'y a que du talent, il va être autocentré, et moi, je suis merveilleuse. S'il y a les deux, on peut les guider à avoir une empathie distanciée par l'éducation et par les séances de partage. Donc, on a eu pas mal de séances avec des psys. Maintenant, on fait ce qu'on appelle les groupes balantes, c'est-à-dire l'analyse de pratique tous les mois avec les comédiens. Et donc, il y en a 130, donc ça fait beaucoup de séances tous les mois. Et chaque comédien, il a ce qu'on appelle un marraine ou un parrain, c'est-à-dire il a un comédien artiste senior à qui il peut téléphoner quand il veut, quelque chose va mal, mais il y a aussi le partenaire. On est à deux, à la fin de la journée, quand c'est dur, on boit un coup, on rigole, on pleure, on échange beaucoup entre nous. On est très proches les uns les autres finalement. Et puis, moi, ça fait 35 ans, je pleure de temps en temps, c'est sûr. Il ne faut pas s'empêcher de sentir les choses. Mais quand je joue, je suis ici et maintenant. Je suis dans le moment. Je suis focalisée à être au service de cet enfant. On appelle ça le PPP, c'est-à-dire ma personne, je suis connectée à moi-même. Le public, je suis connectée à mon public, l'enfant, et je suis connectée à mon partenaire. Et ça, quand c'est vivant, cette triangulation, on est en bon état et on fait du bon travail. Et on est juste, on ne va pas surjouer ni sous-jouer. Je ne sais pas si c'est compris. Oui, tout à fait. Je ne sais pas, docteur Palazzolo, si vous voulez ajouter quelque chose, mais c'est là aussi une preuve de professionnalisme, d'encadrement des comédiens confrontés eux aussi à la douleur. Mais complètement. Et puis même alors pour le coup, tu vois, tu dis tu es pas thérapeute, mais tu fais quelque chose de thérapeutique. Mais en thérapie, on fait ça aussi. C'est-à-dire qu'en thérapie, certains types de thérapie, on va utiliser les émotions du thérapeute. C'est-à-dire que moi, je dis souvent à mes étudiants, gardez un peu cette innocence. Ne soyez pas psy dans tout ce que vous faites. C'est-à-dire vous avez quelqu'un qui vient vous voir. Si cette personne, au bout de 2 minutes, vous la trouvez pénible et vous commencez à vous ennuyer, peut-être que cette personne souffre de ce qu'on appelle un trouble obsessionnel compulsif. Si la personne vous fatigue au bout de 2 minutes, peut-être que la personne, elle est dans un accès
hypomaniaque ou maniaque, c'est-à-dire qu'elle passe du coq à l'âne, elle va dans tous les sens, etc. Si la personne vous émeut, peut-être que ça touche certaines de vos valeurs et que cette personne est dans une dynamique dépressive. Alors ça ne veut pas dire qu'on va pleurer avec le patient, ça ne veut pas dire qu'on va le prendre dans ses bras pour dire c'est terrible ce qui vous arrive, mais par contre, le thérapeute peut tout à fait entendre la douleur de la personne sans la juger. Là aussi, c'est ce qu'on dit aux étudiants. Parfois, vous pouvez avoir une petite mamie adorable qui vient vous voir en consultation et qui est en dépression majeure parce qu'elle a perdu son chihuahua. D'accord ? En tant que thérapeute, vous n'allez pas dire « c'est bon, les clébards, vous allez en racheter un autre et puis ça va aller bien hein ». Peut-être que cet être vivant, c'est le seul à qui elle parle. C'est le seul qui lui tient compagnie. Donc peut-être que cette douleur, pour elle, est énorme. Et cette douleur, peut-être que moi, en tant que personne, je ne peux pas me la représenter. Mais en tant que thérapeute, je l'entends et j'essaye d'utiliser ça dans la thérapie pour améliorer la personne. Et autre point important aussi, je pense, qui est très vivant là dans le film, c'est la notion de sujet, la notion d'individu. C'est-à-dire que je pense que le travail que tu fais, hors tout l'aspect, comme tu disais, ludique, etc., et thérapeutique, il y a aussi le fait de rendre le statut à l'individu. C'est-à-dire que c'est le problème. Alors c'est valable pour les enfants, mais c'est valable pour les adultes, hein, parce que quand on est hospitalisé, il y a un phénomène de régression. C'est-à-dire qu'en gros, on revient dans un système enfantin quasiment. On est angoissé, on se livre à l'équipe, etc. Et c'est même nécessaire. Mais dans ce cadre-là, moi j'insiste souvent quand j'ai des étudiants pour dire c'est pas quelqu'un de dépressif, c'est pas quelqu'un de schizophrène. C'est quelqu'un qui souffre de dépression. C'est quelqu'un qui souffre de schizophrénie. Et là, on le voit, ce n'est pas des malades, c'est des enfants qui sont là pour un temps, pour être aidés, qui souffrent de maladie. Et le fait de pouvoir être dans cet échange et de les considérer comme des enfants, c'est fabuleux. Si vous débarquez, vous dites « Oh là là, mon pauvre chéri, mais c'est terrible, tu as vu le médicament que tu as eu, là, c'est comment tu te sens, qu'est-ce qu'il en est ?» Dans ce cadre-là, le gamin, il va s'effondrer. Alors que là, vous voyez, il s'éclate, quoi. Absolument. Et il a envie de continuer à rire et à jouer. J'imagine que vous avez des questions. Donc voilà, il y a déjà monsieur ici. N'hésitez pas à lever la main. Il y a une question également là-haut, de l'autre côté. Mais monsieur, le micro arrive vers vous. Ouais, on vous écoute. Et Caroline, on vous retrouve aussi pour un atelier dans le cadre de Neuroplanète dans quelques minutes. Monsieur ? Bravo. Ben oui, bravo. Bravo. Merci. Thank you. Je suis mais comme ça quand je vous entends parler, et surtout peut-être vous, j'imagine c'est naturel, mais vous entendre parler comme ça me fait plaisir et je vous promets que je vais rentrer apprendre la danse de Macarena là que je connais pas. Mais par contre, j'ai une question sérieuse. Comment ça se fait que vos collègues, vos confrères, etc., n'ont pas compris ce que vous venez de dire, que nous, on a compris depuis des siècles? Comment ça se fait qu'une corps de métier qui est si intelligent, si bien étudié, n'a pas compris l'essentiel de rire, qui pour moi est évident, ce que mes grands-parents m'ont appris, les grands-parents de ses grands-parents, ils m'ont appris, et je sais tout ce que vous avez dit, je sais. Pourquoi vous ne l'avez pas compris avant? Alors... Merci. Alors, Jérôme. Merci pour cette remarque. Alors déjà, je ne peux pas parler pour un corps de métier parce que quelque part, le psychiatre, psychologue, psychothérapeute reste avant tout un être humain. Hein, c'est un point important. Je vais vous dire quelque chose qui va aller dans votre sens. C'est que parfois, je l'avoue, il m'arrive d'avoir la crève l'hiver, de tousser et d'avoir le nez qui coule. Mais quand mes patients me voient tousser, avoir le nez qui coule, c'est presque comme s'ils disent « mais c'est un mauvais médecin, il ne sait pas se soigner ». Vous savez ? Alors là, je vais parler aussi pour ma paroisse. C'est comme si vous allez voir un coiffeur et vous n'avez pas de cheveux. En gros, il ne sait pas coiffer. Donc non, on est des êtres humains et chacun fait avec sa sensibilité. Je pense que vous allez prendre 10 psychiatres, 10 psychologues, 10 psychothérapeutes, vous allez avoir 10 façons de fonctionner différentes. Je pense que ce qui compte, c'est de trouver le bon pour vous.
C'est ça qui est important. Parce qu'il y a des personnes qui ne supportent pas que le thérapeute discute avec eux, fasse des blagues, etc. Après, nous, on n'est pas là non plus pour rigoler tous les jours non plus. Mais globalement, on est aussi des êtres humains, quoi. C'est normal. Caroline, peut-être, est-ce que les mentalités ont évolué, j'imagine aussi au fil du temps, mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez encore des réactions où on dit ah bah non, ça sert à rien, enfin, qu'est-ce que vous voulez venir Au départ, on me disait à quoi ça sert de payer des comédiens. Je dis, quoi ça sert de payer un médecin alors? J'ai fait autant d'études, hein. Ça fait 30 ans que je fais la danse, la musique. En plus, j'ai commencé par écrire, et ça m'a pris 6 mois. Et je suis une Américaine, donc je ne parlais pas bien français à l'époque, un code de déontologie, presque comme une carte de visite pour les soignants, pour cadrer le sérieux. Donc c'est un long chemin de s'éduquer nous-mêmes. Ça, pour moi, c'est dans mes valeurs de transmettre et d'éduquer. Maintenant, on a une école, on a une formation pour des professionnels du spectacle, pour la spécificité, je dis ça mal, de clown hospitalier. C'est certifiant, donc on a dansé dans les carrés sur 90 pages. Et donc on en sort une douzaine de comédiens tous les années depuis 12 ans. Donc ça commence à se repeindre, je veux dire, il n'y a pas de concurrence dans le chimio, pourquoi il y aurait de concurrence dans le clown à l'hôpital? Au moment que c'est bien compris qu'on est derrière le nez rouge, il y a un homme et une femme, et il y a un professionnel. Donc c'est sûr qu'on transgresse des règles, et c'est ça qui peut-être qui dérange. La figure du clown est comme le fou du roi, et c'est pas pour rien que les premiers hôpitaux psychiatriques a enfermé les fous du village, qui étaient ce qu'on appelle les trisomiques, des schizophrènes, des bipolares, qui amusaient la galerie, qui étaient des rêveurs, et des autres comme moi qui jonglaient trois patates. On s'est échappé chez les rois et les reines. Donc, de temps en temps, on nous coupait la tête aussi. Mais c'est dans l'histoire, cette peur de... La mesure publique, il est dangereux. Tu vois, il y avait les lois d'ostracisme dans la Grèce ancienne où les troupes de comédiens et danseurs pouvaient rester qu'une semaine. Après, ils foutent le camp. Parce que c'est dangereux, c'est politique, c'est trop politique. Ça ouvre les esprits vers la liberté, vers la non-contrainte, vers l'expression forte. Donc on est des gens qui a toujours, des artistes, tu vois, survécu les guerres, parce qu'on avait besoin de nous. Je dis, les artistes en Ukraine sont incroyables, le mouvement de résilience et d'humour dingue. Absolument. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Si, quand même. Ah oui, regardez là-haut. Et peut-être juste le temps que le micro arrive vers vous, madame. Aujourd'hui, donc, vous êtes présente dans tous les services, parce que j'ai cru comprendre que vous aviez commencé par l'oncologie, la cancérologie. Non, on a dit qu'il n'y a pas de malheur dans les pathologies. J'ai dit il n'y a pas de concours, de malheur. Donc un enfant qui est là pour un diabète ou qui est maltraité, des fois l'enfant maltraité est beaucoup plus malheureux que l'enfant qui a un cancer, qui a une famille qui est bienveillante, qui est présent, quoi. Donc moi je voulais dès le départ, moi j'ai fait un blackout sur la presse pendant 1 an pour pas qu'on nous prenne pour des arrivistes, des gens qui exploitaient l'image d'un enfant malade. Et je voulais vraiment s'intégrer dans le village de soins d'une façon que les soignants pouvaient comprendre et parler de nous. Pour moi, c'était essentiel au départ. Merci beaucoup. Madame? Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir, madame, si jamais il existait le médecin du rire pour des personnes âgées qui se rendent dans les maisons de retraite ou au domicile. De plus en plus. De plus en plus, c'est-à-dire c'est récent depuis au moins 15 ans. C'est pas le rire médecin. Nous, on s'est déclaré un peu pédiatre, un peu spécialiste de la pédiatrie, à part le fait qu'on travaille maintenant en maternité, parce que début de vie, fin de vie, il y a une logique pour nous qui est importante, mais il y a des grands spécialistes maintenant de gériatrie, absolument. D'accord. Absolument. Est-ce que vous auriez eu une
petite adresse à communiquer ou... Ou on s'adresse sur votre site, peut-être, de Rire Médecin? Je parlerai avec mon équipe, oui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre question. Merci beaucoup. Bah, écoutez, on arrive au terme de cette table ronde. Ah, il y a une question là-bas, madame. Ah oui, quand même. Allez. En 1 minute, on prend la question et on apporte une réponse. Merci. Oui, merci. J'ai vu il y a quelques années, même pas mal d'années, un film qui s'appelait Dr Patch, qui racontait justement la difficulté qu'avait eu ce médecin psychiatre pour mettre en place toute une thérapeutique à partir du rire. Et comme il avait fait, lui, avec des moyens du bord, des bénévoles. Est-ce que vous avez eu connaissance de ces travaux? L'avez-vous rencontré? Avez-vous quelques mots à dire sur ce point? Je faisais la Manche et l'acrobatie dans les rues de Washington, D.C. en 1980. Et lui, un grand bringue, un grand monsieur, m'avait mis des sous dans mon chapeau en disant « Je serai votre médecin ». Oui, c'était lui, Dr Patch. Je trouve Robin Williams incroyable. Patch Adams est plutôt un médecin habillé en clown. Nous sommes des clowns habillés en médecin, on va dire ça, la différence. Mais ce qu'a fait Robin Williams a fait comprendre beaucoup de gens un peu ce qu'on fait. Beaucoup plus nous que Patch Adams, qui est plutôt un hippie généreux, incroyable, qui parapente le monde, faisait des hugs à tout le monde. C'est pas ça qu'on fait, nous. En fait, dans le film, le personnage ne se rapproche pas de la réalité, en fait. Beaucoup plus, sauf qu'on est toujours en binôme, nous. Toujours parce qu'on fait du théâtre et les rencontres théâtrales, il y a de l'amour, il y a du conflit. Et les enfants, ils aiment bien la bagarre. Merci. Je suis désolée, on est obligé de conclure, mais comme je le disais, Caroline, on vous retrouve pour l'atelier. Jérôme, on vous retrouve pour la dédicace. On vous applaudit très très fort, on vous remercie et on vous félicite. Et on se retrouve dans quelques minutes pour notre table suivante, psychédélique. Vous avez dit psychédélique, quand les drogues réinitialisent le cerveau. À tout de suite, merci beaucoup.